appartenu à tel parti, à tel parti, à tel parti, le présentant comme une sorte de girouette qui gire au vent de ses intérêts, ce qui n'est quand même pas le cas, parce que c'est un homme que tout le monde connaît comme étant un modèle d'intégrité, de droiture, d'honnêteté, etc. Il a peut-être des défauts, nous avons tous des défauts, qui n'en a pas, mais je pense que c'est quelqu'un quand même qui mérite le respect et la considération et qui connaît ce qu'il fait. Oui, mais quand même c'est sous son magistère que des événements comme ça sont arrivés. Ne peut pas, la mort d'un étudiant, quand même, quand ça se passe sous votre magistère, vous en êtes toujours responsable. Oui. Cela est tout à fait exact. Cela est tout à fait exact. Mais encore une fois, si on laisse l'enquête suivre son cours, si on travaille dans la sérénité, si au lieu de se précipiter pour demander des têtes ici ou là, on essaie au contraire de laisser la justice faire son travail pour que les responsabilités soient correctement situées, avant qu'on ne prenne des décisions, nous pourrons peut-être, me semble-t-il, en ce moment-là, parvenir à une solution qui sera une solution de bon sens, de raison. Il s'y ajoute encore qu'un nouveau recteur vient d'être nommé. Il vient de prendre fonction il y a quelques jours. Dans un contexte aussi difficile que celui dans lequel nous nous trouvons, cela aussi est un élément dont il faut tenir compte. Il faut laisser au nouveau recteur sa chance pour qu'il puisse mettre en application les belles idées qu'il a déjà lancées en termes de concertation, de dialogue, de pacification de l'espace universitaire, de responsabilisation, de respect des libertés académiques, etc. etc. Tout cela me paraît nécessiter qu'on gère l'affaire avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de responsabilité. Nous allons aller dans le registre purement politique, toujours abordant les questions d'actualité. On assiste actuellement à une situation de tension entre le pouvoir et l'opposition. Et en toile de fond, nous avons cette histoire de traque des biens mal acquis. Comment avez-vous apprécié un peu cette situation-là? Je suis contre la tension entre le pouvoir et l'opposition. Parce que le pays nous appartient tous. Et nous avons tous la responsabilité d'en assurer la gestion, mais aussi le progrès économique et social. Je pense qu'un pouvoir et une opposition doivent, dans une démocratie, se parler constamment, échanger constamment et demeurer constamment dans une situation d'écoute réciproque pour prendre les problèmes en main et les examiner ensemble pour trouver des solutions. Je suis profondément convaincu du fait que la traque des biens mal acquis, ou ce qu'on appelle la traque des biens mal acquis, est un processus qui n'est pas nouveau au Sénégal. Quand nous avons pris le pouvoir en l'an 2000, nous avons sélectionné des cabinets d'audit. Et nous avons demandé que 30 personnes soient auditées. Sur ces 30 personnes, 18 ont été remis à la justice, 10 ont été libérés, et les 2 qui restaient, Madame le Premier ministre Mame Dior Boye les a passés ensuite à Idrissa Seck quand il l'a remplacé. Idrissa Seck se mentionne ça dans sa déclaration de politique générale qui a été présentée à l'Assemblée nationale le 3 février de l'an 2003. Bien. Ces personnes qui avaient été auditées ont connu un certain nombre d'arrestations pour certains. Vous vous souvenez parfaitement que quelqu'un comme Baye Diouf avait été arrêté. On avait suspecté Aziz Tall de choses qu'il n'avait pas faites. On l'a arrêté, puis ensuite on l'a libéré. N'est-ce pas? Alors, par conséquent, ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle n'est pas nouveau dans notre pays. Peut-être la manière, parce que ce que dénonce en fait l'opposition actuelle, c'est la Cour qui est en train d'être, qui est en train de juger du moins certains responsables et de poursuivre. Je dois dire aussi que pendant cette époque, la CRI existait. Et qui n'a pas été activée peut-être. Elle n'avait pas été activée. Ensuite, il y avait le tribunal spécial qui existait également. Moi, j'ai été jugé par le tribunal spécial et condamné à 3 ans d'emprisonnement pour une chose que je n'ai jamais commise, parce que c'était sous le prétexte que j'avais incendié le centre culturel français, alors que les auteurs du centre culturel français ont été ensuite retrouvés et ont reconnu que c'était eux qui l'avaient fait. N'est-ce pas? Parmi lesquels Ousmane Omar Blondin Ndiaye, etc. Je pense par conséquent que ces questions-là, qui sont des questions de politique politicienne, moi, elles ne m'intéressent pas. Vous n'êtes pas contre la CRI? Non, je ne me prononce pas sur le problème de la CRI ou de ceci ou de cela. Je pense que si notre structure, si notre instance judiciaire la plus importante dit que c'est quelque chose de légal et que ça doit par conséquent pouvoir fonctionner,
moi je suis un représentant du législatif. Je ne conteste pas les décisions qui sont rendues par les tribunaux sénégalais, n'est-ce pas? Encore une fois, ce que je veux, moi, c'est que dans ce Sénégal, l'opposition ainsi que le gouvernement puissent discuter, qu'ils ne s'ignorent pas, qu'ils puissent se rencontrer et échanger. Sur un problème comme celui de l'université, ils auraient pu échanger. Sur un problème comme celui des difficultés que nous avons tenues avec le retard constaté dans les pluies au Sénégal, ils auraient pu échanger. Ça n'a pas été le cas. On a plutôt constaté des attaques réciproques. Et cela ne me paraît pas bon. Ne me paraît pas bon, d'autant que nous avons en face un gouvernement qui est composé d'éléments dont certains avaient appartenu au parti d'opposition le plus important, le PDS, il y a quelques années, n'est-ce pas? Je pense que nous devrons tout faire pour que le dialogue puisse s'établir, les échanges puissent avoir lieu, de sorte qu'en définitive, nous puissions rechercher les solutions les meilleures dans le respect des différences si le besoin s'en fait sentir. Mais il ne me semble pas qu'il soit bon de cultiver de façon systématique l'opposition, la haine, les tensions, les violences, les surenchères, et puis alors toutes sortes de spéculations qui en fin de compte, créent dans le pays. Des fois même ça vole bas hein, dans le débat. Vous avez raison de dire que ça vole politique, ça vole très bas. Oui. Ça vole très bas. Ça vole très bas. Très bas. Et cela n'est pas, à mon avis, bon pour la démocratie au Sénégal. Car nous avons quand même un pays qui est assis sur une tradition démocratique extrêmement ancienne, une tradition démocratique dont ne peut se prévaloir aucun autre pays africain au sud du Sahara. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos la situation du monde rural. Le retard des pluies avait créé un peu une situation assez sérieuse. On vous sait très attentif aux préoccupations du monde rural, du peuple hein, de façon générale. Comment avez-vous apprécié cette situation? Je l'ai apprécié avec beaucoup de préoccupations, beaucoup d'intérêt, qui ont fait la même chose, qui ont même fait pire dans d'autres pays. Par conséquent, ces arguments-là consistent à dire qu'ils ont fait ceci à Madagascar. Oui, c'est vrai, ils l'ont fait, mais qu'est-ce que les travailleurs malgaches ont fait dans d'autres pays? Qu'est-ce qu'on en dit? Vous voyez? Parce qu'ils étaient dans un contexte qui n'était pas le leur. Absolument. Ils étaient dominés, ils étaient sous la répression, dans un contexte de guerre, où même si on vous appelait à l'armée, si vous refusiez, on disait que vous manquez de patriotisme, et on vous mettait en prison, dans un contexte où également existait le code de l'indigénat, avec la possibilité pour un oui, pour un non de vous mettre en prison, n'est-ce pas? Et pour une période qui pouvait durer longtemps. Alors je pense par conséquent qu'il faut gérer tout cela avec sérénité. La décision que le président Wade avait prise de revaloriser les tirailleurs s'inscrivait dans un contexte. Ce contexte était que les tirailleurs, malgré les sacrifices qu'ils avaient consentis, continuaient d'être maltraités. Parce que quand ils ont pris leur retraite, on a continué à leur servir des pensions qui étaient inférieures aux pensions qui étaient servies à leurs homologues français. Alors que leurs homologues français se battaient avec l'énergie du désespoir pour dire nous n'acceptons pas qu'il y ait de différence entre nous et les tirailleurs africains. Parce que les balles allemandes ne faisaient pas de différence. Absolument. Et parce qu'ayant été nous sur le champ de bataille, nous avons vu les sacrifices qu'ils ont consentis. Nous demandons qu'on leur serve les mêmes pensions que nous, pendant que eux-là se battaient pour nos frères africains, avec une générosité, je dois le dire, un loyalisme et puis un volontarisme qui force l'admiration. Nous ne pouvons pas rester là à dire oui, parce qu'ils ont participé à telle guerre, nous devons... Il fallait revaloriser les pensions. Voilà. En quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le président, en nous demandant de réfléchir à ces questions, nous permet de mettre en exergue ce qu'il y a de bon dans notre histoire, mais également ce qu'il y a de moins bon dans notre histoire. Ça n'a pas empêché évidemment toutes les complications que vous avez connues. Ça n'a pas empêché la France de faire Tiaroy, n'est-ce pas? Où il y a eu près de 35 morts. Maintenant, on parle même de 70 morts, etc., etc. Mais je dis que cela ne doit pas nous empêcher d'examiner les questions avec sérénité. L'histoire, ce n'est pas un tribunal. C'est une réflexion à partir des faits, des données que nous avons pour en tirer des leçons qui puissent servir, n'est-ce pas, de viatique pour les générations. Évidemment, vous semblez le dire, il est bon de savoir tout cela, hein, de le rappeler aux générations actuelles. Tout à fait. Mais certains le disent aussi, et après, est-ce que ce devoir de reconnaissance de l'ancienne métropole qui s'impose aujourd'hui est bien là aujourd'hui? Mais justement, alors il y a en France des gens qui se battent pour cela. Vous avez quelqu'un comme l'humaniste Éric Orsena,
qui est aujourd'hui académicien en France, il a écrit ce qu'il a un article qui s'appelle La dette, dans laquelle il dit à la France, vous nous devez une dette. Aujourd'hui, il y a une dame qui s'appelle Almel Mabon, qui vient de faire un travail remarquable, qui a permis de découvrir que ce n'est pas seulement 35 personnes qui étaient mortes à Thiaroye, mais 70 personnes qui étaient mortes à Thiaroye, et qui demande même qu'on réouvre le dossier de Thiaroye, parce qu'il n'accepte pas qu'on parle de mutinerie à Thiaroye. Il dit qu'il n'y a pas eu de mutinerie. On a inventé la mutinerie et on a tué les gens sans raison. Parfois aussi, il y a dans ces contextes une déformation de l'histoire. Il y a une déformation de l'histoire. Une déformation de l'histoire. Et cette affaire nous intéresse d'autant plus que, comme je l'ai dit, De Gaulle au départ, c'est à l'Afrique qu'il pensait. La bonne preuve, quand il a quitté la Grande-Bretagne, c'est à Dakar qu'il a voulu venir. Dakar a refusé de l'accueillir parce que Pétain ne voulait pas qu'on l'accueille. Ils ont bombardé Dakar. Il y a eu 471 victimes. C'est en ce moment qu'il a été s'installer à Brazzaville. C'est de Brazzaville qu'est partie la 2e division blindée, n'est-ce pas, du Tchad, pardon, pour remonter vers le nord. Ce sont ces troupes-là qui se sont battues dans le désert, aussi bien à El Alamein, à Tobrouk, à Koufra, n'est-ce pas. Ce sont ces troupes-là qui ont été ensuite suffisamment déterminées pour prendre l'engagement d'aller jusqu'à Paris, pour sortir Paris de la domination. C'est en Afrique qu'on a accueilli Roosevelt, qu'on a accueilli De Gaulle, qu'on a accueilli Churchill en 1943. C'est en Afrique que De Gaulle a eu son premier bain de foule. C'est en Afrique qu'on a installé le Comité français de libération nationale, qu'on a installé l'Assemblée constituante française. C'est en Afrique que les principaux généraux, quelques-uns des principaux généraux ont opéré. Rommel du côté des Allemands, Montgomery du côté des Allemands, du côté des Anglais, de l'Armina, Koenig, n'est-ce pas, de l'Art de Tassigny, etc., y compris même Eisenhower. Hein, par conséquent, notre continent a joué un rôle fondamental. Il faut que cela, nos enfants le sachent, que les jeunes Français le sachent, que les Canadiens le sachent, que les Américains le sachent, que les Nordiques le sachent, que les Allemands le sachent, que tous les Occidentaux le sachent, que les Australiens le sachent, que les Néo-Zélandais le sachent, que le monde entier le sache. De même, le rôle qui a été joué de façon fondamentale pendant cette guerre par les populations qu'on a, les soldats qu'on a pris en Asie, les Indiens, 1 500 000 ils étaient, n'est-ce pas, et tant d'autres, ne sont pas suffisamment mis en œuvre. On ne met l'accent que sur ce que certaines nations européennes ont joué comme rôle. Rôle qui est fondamental et qu'il faut saluer. Mais il ne faut pas aussi occulter le rôle que les autres ont joué. Et cela, c'est à nous de le dire, de le montrer, sans acrimonie, sans esprit de vengeance, sans antagonisme inutile et sans tension superfétatoire. Mais nous devons dire la vérité et la rétablir dans son intégralité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous atteler à écrire l'histoire de notre pays pour qu'on sache véritablement ce qui s'est passé et les rôles que nous avons joués dans tous les domaines. Il y a des rôles qui sont importants, qui sont grands, qui sont nobles, il y en a qui sont moins nobles, mais nous mettrons l'accent sur tout et nous le faisons dans un esprit tel que ça permettra aux futures générations d'être fiers de leur pays, de le connaître dans le détail, de pouvoir chaque fois dire « mes ancêtres ont joué tel rôle, ils étaient là ». Et surtout d'en tirer profit, c'est important. Dans un monde où, évidemment, au-delà de l'histoire, il y a les aspects économiques. Vous avez raison. Et on ne vous respecte qu'à cause de ça. Absolument. On ne vous respecte qu'à cause de ça. Oui. Quand vous annoncez que vous avez été parmi les pionniers du monde libre, on vous regarde autrement. On vous regarde autrement. Vous voyez? Aujourd'hui, combien d'Africains savent que les Haïtiens ont été ceux qui ont aidé Simon Bolivar et San Martin pour entreprendre la conquête de l'Amérique du Nord. Pardon, de l'Amérique latine. Très peu de gens le savent. C'est des Noirs qui ont été à la base de cette conquête. Très peu de Sénégalais savent qu'à la bataille de Savannah, quand les troupes anglo-britanniques ont été prises dans une situation telle que la contre-offensive britannique allait les couper et les disloquer et les détruire de façon systématique, ce sont des troupes haïtiennes au nombre de 800. Dirigés par le lieutenant-colonel Destaing, qui se sont jetés dans la bataille, ont empêché l'opération déclenchée par la Grande-Bretagne de réussir et ont sauvé les troupes françaises et les troupes américaines. Cette victoire de la bataille de Savannah a été déterminante dans l'issue de la guerre américaine. Et ce sont des Noirs qui l'ont fait. Personne ne le dit.
Alors qu'il s'agit là de faits importants qui montrent qu'ils ont leur part dans